Le millionnaire fit semblant de partir en voyage, mais découvrit ce que la nounou faisait avec ses enfants. Il n'y eut aucun grincement dans la serrure. Monsieur Laurent Beaumont avait huilé les verrous personnellement la veille, préparant le terrain pour son piège parfait. L'hôtel particulier était plongé dans ce calme trompeur qui précède les tempêtes, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Sa main, ferme et enveloppée dans un gant de cuir noir, tourna la poignée de la porte principale avec une lenteur exaspérante. Il portait sa mallette dans l'autre main, non pas parce qu'il avait du travail, mais parce que cela faisait partie du déguisement. Il était censé être à 3000 mètres d'altitude, s'envolant vers une conférence à Zurich. La maison était censée être vide de sa présence, laissant le champ libre à la nouvelle nounou pour montrer ses vraies couleurs. Laurent détestait l'incertitude. Depuis la mort de son épouse, sa vie était devenue une grille d'horaires, de règles et de silence obligatoires. Il avait renvoyé 4 nounous en 6 mois, une pour être arrivée 5 minutes en retard, une autre pour avoir utilisé son téléphone tout en nourrissant les jumeaux, une autre simplement parce que son rire lui semblait trop strident pour une maison en deuil. Mais cette Chloé était une énigme. Trop jeune, trop inexpérimentée, et selon Madame Thérèse, son intendante de confiance, trop vulgaire pour le standard de la famille. Je vous dis que quand vous n'êtes pas là, cette jeune femme fait des choses étranges. Lui avait chuchoté Thérèse ce matin-là, avec cette grimace de fausse préoccupation que Laurent interprétait comme de la loyauté. Les enfants ne pleurent pas, monsieur, et ce n'est pas normal. Les enfants pleurent toujours. S'ils ne pleurent pas, c'est qu'elle les a drogués ou effrayés. Ces mots lui brûlaient la poitrine alors qu'il poussait la porte. La peur d'un père veuf est un carburant dangereux. Elle se transforme en colère avant même d'avoir des preuves. Laurent entra, laissa la mallette par terre avec délicatesse et tendit l'oreille. Il s'attendait à des pleurs. Il s'attendait à voir Chloé endormie sur le canapé. Il s'attendait à voir la télévision allumée à plein volume. Mais ce qu'il entendit le figea dans le vestibule. Ce n'était pas des pleurs, ce n'était pas la télévision. C'était un son guttural, explosif et rythmé. Des éclats de rire. Mais pas des rires timides, mais des éclats de rire profonds, de ceux qui font mal au ventre et qu'il n'avait pas entendus dans cette maison depuis plus d'1 an. C'étaient ses fils, Hugo et Léo. Laurent sentit un nœud à l'estomac. De quoi riait-il? La curiosité et la panique se mélangèrent. Il avança dans le couloir, ses chaussures à semelles de cuir, frôlant à peine le bois poli, guidé par le son de la joie d'autrui, qu'il ressentait comme une offense personnelle dans son foyer solennel. En arrivant au seuil du salon, la scène qui se déroula devant ses yeux était si absurde, si surréaliste et si contraire à toute norme d'étiquette, que son cerveau mit plusieurs secondes à traiter l'information. Le salon, habituellement un temple d'ordre minimaliste et de couleurs neutres, ressemblait à la scène d'une œuvre de théâtre d'avant-garde. Et au centre de tout, il y avait elle, Chloé. Elle n'était pas assise en train de lire une histoire, elle ne préparait pas de biberon. La jeune femme aux cheveux sombres était étendue par terre, sur le dos, complètement étirée sur le tapis beige. Mais ce qui fit que Laurent ouvrit la bouche d'incrédulité fut sa tenue et sa posture. Elle portait cet uniforme d'infirmière bleu vif que Thérèse l'avait obligée à porter, disant que cela donnait de la classe à la maison. Mais elle avait enfilé des gants en caoutchouc jaune, de ceux que l'on utilise pour nettoyer les toilettes ou faire la vaisselle grasse. « En avant, mes braves !» cria Chloé depuis le sol avec un sourire si large qu'il semblait déformer son visage de pure joie. Laurent cligna des yeux, abasourdi. Ses fils, ses héritiers, les jumeaux Hugo et Léo, âgés d'à peine 1 an, étaient debout sur elle, littéralement au-dessus d'elle. C'était une tour humaine d'instabilité et de jubilation. Hugo était debout sur la poitrine de la nounou, ses baskets colorées piétinant le logo brodé de l'uniforme, tandis que Léo faisait l'équilibre sur son ventre. Les enfants portaient leurs salopettes en jean clair et leurs t-shirts blancs et ressemblaient à de petits acrobates ivres d'adrénaline. « Attention au vent du nord !» s'exclama Chloé, et elle bougea son corps simulant un léger tremblement de terre. Léo, le plus petit et le plus fragile, celui dont les médecins avaient dit qu'il avait des problèmes moteurs, celui qui rampait à peine en présence de Laurent, était là, droit, les jambes tremblantes d'effort, mais riant à gorge déployée, montrant ses quelques gencives blanches. Le bébé se stabilisait en posant ses petites mains potelées sur les épaules de Chloé, l'utilisant comme barre d'équilibre, tandis que son frère Hugo levait les bras en l'air comme s'il venait de conquérir l'Everest. La lumière naturelle entrait à flot par les baies vitrées, illuminant la poussière en suspension que le mouvement avait soulevée. C'était une image de chaos parfait. Chloé tenait les chevilles des enfants avec ses mains gantées de jaune criard, ses jambes étirées, étendues,
agissant comme la base solide de ce château de cartes humain. Pour toute personne extérieure, cela aurait été une photo d'amour pur, de connexion instinctive. Mais pour Laurent, filtré par la douleur de son veuvage et l'obsession du contrôle, c'était une aberration. Il voyait des germes sur les gants, il voyait le danger dans la hauteur, il voyait un manque de respect par terre, il voyait une employée de maison transformant ses fils en attraction de cirque. Le sang lui monta à la tête. L'homme d'affaires, le stratège froid, disparut. Il ne resta que le père terrorisé et le patron offensé. « Mais qu'est-ce que… » murmura-t-il d'abord, incapable d'élever la voix. À ce moment, Chloé fit un bruit d'avion avec sa bouche et les enfants éclatèrent dans une nouvelle vague de rire, inconscients de la silhouette sombre et rigide qui les observait depuis la porte avec la valise oubliée et les yeux injectés de fureur. Laurent sentit que cette joie était une insulte à sa douleur. Comment osait-elle les faire rire ainsi alors que lui, leur propre père, ne parvenait même pas à leur arracher un sourire? Le charme fut rompu par le son de la voix de Laurent. Ce ne fut pas un cri, ce fut un coup de tonnerre sec, autoritaire et chargé de venin. Chloé, l'effet fut immédiat et catastrophique. L'harmonie physique qui les maintenait tous les trois en équilibre dépendait entièrement de la concentration et du calme. En entendant le rugissement de son nom, Chloé eut un spasme involontaire de frayeur. Son corps se tendit contre le sol. Les jumeaux, sensibles comme des radars à la tension ambiante, cessèrent de rire instantanément. Leurs visages passèrent de l'euphorie à la terreur en une fraction de seconde. Léo, qui était sur le ventre de la nounou, perdit son point d'appui en tournant brusquement la tête vers la porte. Ses petites jambes défaillirent. Le bébé pencha dangereusement vers la droite, vers le parquet en bois dur. « Attention !» cria Laurent faisant un pas en avant, mais il était trop loin pour arriver à temps. Mais Chloé n'avait pas besoin d'arriver. Elle était déjà là. Ses réflexes n'étaient pas ceux d'une employée distraite, c'étaient ceux d'une lionne. Avant que Laurent ne puisse terminer son exclamation, Chloé avait déjà lâché les chevilles et ses mains aux gants jaunes ridicules, se sont tirées comme des ressorts. De la main droite, elle attrapa Léo en l'air, berçant sa tête contre sa poitrine avant qu'il ne touche le sol, et du bras gauche, elle entoura la taille d'Hugo, l'attirant vers elle, dans une étreinte protectrice. Dans un seul mouvement fluide, elle roula sur son dos et se retrouva assise par terre, avec les deux enfants serrés contre sa poitrine, allaitant. Les jumeaux, maintenant en sécurité, mais contaminés par la peur soudaine qui avait inondé la pièce, éclatèrent en sanglots à l'unisson, un pleur aigu de panique qui perça les oreilles de Laurent. Laurent traversa le salon à grandes enjambées, le visage décomposé. « Lâchez mes enfants !» ordonna-t-il, arrivant jusqu'à eux et arrachant Hugo des bras de la nounou avec brusquerie. « Lâchez-les tout de suite !» Chloé resta par terre, les mains vides et tremblantes, regardant vers le haut. Elle écarta une mèche de cheveux de son visage avec le dos du gant jaune, ses yeux grands et sombres, remplis d'un mélange de frayeur et de confusion. « Monsieur Laurent, vous étiez censé… » balbutia-t-elle en essayant de reprendre son souffle. « J'étais censé être en voyage », la coupa-t-il, sa voix résonnant contre les murs hauts. « Et Dieu merci, je suis revenu. Peut-on savoir quelle sorte de folie est-ce » Laurent tenait Hugo qui se débattait dans ses bras, tendant ses petites mains vers Chloé et criant « Nounou, nounou !» Le rejet de son fils fut comme une gifle physique pour Laurent. Il déposa l'enfant sur le canapé avec maladresse et se tourna vers Chloé, qui commençait à se lever avec difficulté. « Ne vous levez pas !» lui lança-t-il en la pointant d'un doigt accusateur. « Restez là où est votre place, par terre. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu se passer? 1 centimètre de plus. » Et mon fils s'ouvrait la tête contre la table basse. « Monsieur, j'avais le contrôle. » essaya d'expliquer Chloé, sa voix se brisant, mais conservant une étrange dignité. « Je ne les ai jamais laissés tomber. Nous faisions des exercices de… Des exercices. » Laurent eut un rire amer et sans humour. « Vous appelez ça un exercice? Je vous ai vu. Vous étiez étendu comme un animal, avec ces gants immondes de nettoyage de toilette, laissant mes fils vous piétiner comme si vous étiez un vieux meuble. Les gants sont neufs, monsieur. Je ne les utilise que pour jouer à cause de la couleur. Ils aiment la couleur jaune. Cela les aide à focaliser leur vue, dit-elle rapidement, essayant de faire appel à la raison. Vos excuses de crèche bon marché ne m'intéressent pas. Laurent passa sa main dans ses cheveux, se décoiffant pour la première fois depuis des années. L'image des enfants riant sur elle et pleurant avec lui le rongeait de l'intérieur. Je vous paye un salaire que vous ne gagneriez pas en 10 ans ailleurs. Je vous paye pour que vous vous occupiez d'eux, pour que vous les éduquiez, pour que vous leur enseigniez les manières et la sécurité, pas pour que vous montiez un spectacle de cirque dans mon salon.
Laurent regarda autour de lui comme s'il cherchait des témoins de l'atrocité. « Regardez-vous, c'est pathétique. Une femme de votre âge se vautrant. Que penseraient les gens s'ils entraient maintenant? Que penserait mon épouse si elle voyait que la femme en charge de ses fils les traite comme des jouets ?» La mention de l'épouse décédée fut un coup bas. Chloé baissa le regard, se mordant la lèvre inférieure pour ne pas pleurer devant lui. Elle savait qu'elle ne devait pas répondre. Elle avait besoin du travail. Sa mère malade dépendait de ce salaire. Mais le pleur de Léo, qui continuait par terre, rampant vers elle et s'agrippant à sa jambe uniformée, lui donna une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. « Monsieur », dit Chloé, et son ton changea. Il n'était plus d'excuses. Il était de suppliques maternelles. Léo était en train de rire. Hugo était en train de rire. Il n'avait pas ri ainsi depuis des mois. « L'hystérie n'est pas le bonheur, Chloé », tonna Laurent, aveugle à la vérité. « Le désordre n'est pas la joie. Vous avez confondu la liberté et le libertinage. Vous avez mis en danger l'intégrité physique de mes fils pour un jeu stupide. Vous êtes irresponsable. » Laurent se pencha pour écarter Léo de la jambe de Chloé. Le bébé s'agrippa avec force au tissu bleu de l'uniforme, pleurant avec désespoir, enfouissant son petit visage dans le genou de la nounou. Laurent dut utiliser la force pour décoller les doigts de son propre fils des vêtements de l'employé. « Viens ici !» grogna Laurent, en soulevant Léo. L'enfant se débattit, frappant la poitrine de son père avec ses poings minuscules, rejetant le contact du costume de 3000 € et cherchant les bras de la femme aux gants en caoutchouc. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Laurent sentit une pointe de jalousie si aiguë qu'elle lui troubla la vue. « Sortez de ma vue !» siffla Laurent avec l'enfant pleurant dans ses bras. « Allez dans votre chambre, ramassez vos haillons et attendez que je décide ce que je vais faire de vous et retirez ces gants ridicules. Dans cette maison, nous sommes des personnes sérieuses, pas des clowns. » Chloé se leva lentement, retira les gants jaunes avec calme, laissant voir ses mains rouges et travaillées. Elle regarda les enfants une dernière fois. Hugo la regardait depuis le canapé avec des yeux énormes et humides. Léo continuait de pleurer dans les bras de son père. « Je voulais seulement qu'il perde la peur de tomber. »« Monsieur » murmura-t-elle si bas que Laurent l'entendit à peine. « La seule chose qu'ils ont perdue aujourd'hui, c'est le respect, » répondit-il en lui tournant le dos. « Fichez le camp !» Chloé marcha vers la porte de service, sentant chaque pas comme une défaite. Derrière elle, les pleurs des jumeaux augmentaient de volume, remplissant la maison d'un bruit qui n'était plus de la joie, mais une plainte déchirante. Laurent resta seul au milieu de son salon parfait, avec 2 fils qui ne le voulaient pas, et une victoire qui avait un goût de cendre. Au fond du couloir, l'ombre de Madame Thérèse observait la scène, et un sourire tordu et cruel se dessina sur son visage vieillissant. Le plan avait fonctionné à la perfection, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Le silence que M. Laurent vénérait tant avait été assassiné, et à sa place un chaos de pleurs aigus et désordonnés régnait sur le manoir. Hugo et Léo ne pleuraient pas comme des enfants capricieux qui veulent une sucrerie, ils pleuraient avec l'angoisse profonde de l'abandon. Laurent était assis sur le bord du canapé en cuir beige, le corps rigide et les bras maladroits, essayant de soutenir Léo, qui s'arquait vers l'arrière avec une force surprenante pour sa taille, criant vers le couloir, par où Chloé avait disparu. À l'autre extrémité, du canapé, Hugo frappait les coussins avec ses poings fermés, le visage rouge et baigné de larmes et de morve, rejetant toute tentative de consolation paternelle. « Ça suffit !» cria Laurent, mais sa voix, habituée à donner des ordres dans des salles de réunion insonorisées, se brisa face à l'hystérie de ses propres fils. Hugo, Léo, silence. Papa est là. Mais papa était un étranger en costume sombre et sentant l'eau de Cologne chère, un intrus dans leur monde de jeu et de chaleur. Laurent sentit une pointe d'inutilité dans sa poitrine. Il avait des millions en banque. Il contrôlait des entreprises internationales. Mais il ne pouvait pas faire cesser de pleurer 2 bébés d'1 an. Il se sentit petit. Il se sentit un échec. Et ce sentiment d'échec se transforma rapidement en ressentiment envers la cause de tout, Chloé. Ce fut à ce moment de vulnérabilité extrême que l'ombre apparut. Madame Thérèse ne marchait pas. Elle glissait. Elle entra dans le salon avec la précision d'un prédateur qui sent le sang, apportant avec elle un verre d'eau avec de la glace sur un plateau d'argent, parfaitement poli. Son uniforme gris foncé était impeccable, sans une seule ride, le contraste absolu avec le désordre vital que Chloé représentait. Son visage, marqué par des lignes d'amertume dissimulées sous un masque de servitude efficace, montrait une satisfaction perverse que Laurent, dans son désespoir, ne sut pas lire. « Monsieur Laurent », dit-elle d'une voix douce et onctueuse, déposant le plateau sur la table basse avec un tintement délicat. « Prenez un peu d'eau, vous êtes pâle,
Je vous avais dit que ce voyage de retour serait agité. Laurent prit le verre. Ses mains tremblaient légèrement. La glace heurta le verre. Ils ne se taisent pas, Thérèse. Ils ne se taisent pas, murmura-t-il en passant une main sur son front moite. Ça fait 10 minutes qu'ils sont comme ça. Que leur a fait cette femme? Thérèse laissa échapper un soupir long et théâtral, tout en se penchant avec une fausse tendresse vers Hugo, sans vraiment le toucher, comme si l'enfant était une pièce de musée contagieuse. Que leur a-t-elle fait, monsieur? La question est, que ne leur a-t-elle pas fait? Chuchota l'intendante, en injectant le venin goutte à goutte. Elle les a gâtés, elle les a transformés en sauvages. Vous avez vu comme elle était étendue par terre avec les jambes ouvertes et ses gants en caoutchouc. Elle ressemblait. Elle fit une pause dramatique, cherchant le mot qui blesserait le plus l'orgueil conservateur de Laurent. Elle ressemblait à une femme de la rue, pas à une éducatrice. Laurent serra le verre. L'image de Chloé par terre en train de rire revint à son esprit. Maintenant, filtrée par les mots de Thérèse, la scène semblait grotesque, sale. Elle a dit que c'était un jeu, se défendit Laurent faiblement, non pas parce qu'il voulait défendre Chloé, mais parce qu'il avait besoin de croire que ça n'avait pas été si grave. Un jeu? Thérèse laissa échapper un rire sec, le regardant directement dans les yeux avec une gravité compatissante. « Monsieur, j'ai servi dans les meilleures maisons de la ville pendant 40 ans. J'ai vu des nounous professionnelles. Elles lisent, elles enseignent les langues, elles gardent les enfants propres et présentables. Cette jeune femme, cette Chloé, elle vient de la boue, monsieur, et la boue est la seule chose qu'elle a à offrir. » Hugo lança un jouet en bois qui frappa le tibia de Thérèse. La femme cligna à peine des yeux, mais ses yeux brillèrent d'une froideur glaciale envers le bébé, avant de revenir regarder Laurent avec douceur. « Regardez-les, ils sont agressifs, ils sont hors de contrôle. C'est ce qu'elle leur apprend, la désobéissance. Elle prend plaisir à vous voir perdre le contrôle, monsieur. C'est sa façon de se sentir puissante. Ces petites pauvrettes sont toujours jalouses des gens de bien. Elle veut être la mère, elle veut prendre la place de madame, que son âme repose en paix. » La mention de son épouse morte fut le déclencheur final. Laurent se leva d'un bond, laissant Léo sur le canapé. La douleur de l'absence de son épouse était une blessure qui ne s'était jamais refermée, et l'idée qu'une quelconque essaie d'usurper cette place sacrée l'aveugla de colère. « Elle ne sera jamais comme mon épouse », grogna Laurent, la mâchoire serrée. « Bien sûr que non, monsieur. Madame était un ange, une dame. Cette fille sent le chlore et la sueur bon marché », insista Thérèse, s'approchant d'un pas, baissant la voix à un murmure conspirateur. « Mais les enfants sont innocents, ils se trompent. Si vous lui permettez de rester ici un jour de plus, ils oublieront qui est leur père, ils oublieront le nom qu'ils portent, ils deviendront ce que vous avez vu aujourd'hui, un cirque. » Laurent regarda ses fils, ils étaient rouges, en sueur, avec les t-shirts sortis du pantalon, pleurant sans consolation. Ils ne ressemblaient pas aux héritiers d'un empire, ils ressemblaient à des enfants brisés. Et dans sa logique tordue par la douleur et la manipulation, Laurent décida que la faute n'était pas son absence ni sa froideur, mais l'excès de chaleur de la nounou. « Vous avez raison, Thérèse, » dit Laurent retrouvant sa posture droite, endurcissant son cœur. « Cela s'arrête aujourd'hui. Je ne vais pas permettre que ma maison se transforme en quartier populaire. » Thérèse hocha la tête, dissimulant un sourire triomphal tout en lissant son tablier. « C'est la meilleure chose, monsieur, pour le bien des enfants. Il faut couper l'infection avant qu'elle ne se propage. Voulez-vous que j'appelle la sécurité pour qu'il la fasse sortir? » « Non, » dit Laurent ajustant le nœud de sa cravate d'un mouvement sec. « Je vais le faire moi-même. Je veux voir son visage quand elle comprendra qu'on ne joue pas avec ma famille. » Pendant que Laurent sortait du salon d'un pas martial vers la zone de service, Thérèse resta seule avec les jumeaux. Elle les regarda avec mépris, sortit un mouchoir de sa poche et essuya l'endroit où le jouet d'Hugo l'avait frappé. « Pleurez tout ce que vous voulez, morveux !» chuchota-t-elle au bébé qui continuait de crier. « La fête est finie. » La chambre de service était au bout d'un couloir étroit derrière la cuisine, une frontière architecturale qui séparait le luxe du labeur. Chloé était là, debout près de son petit lit individuel. Elle n'avait pas beaucoup déballé car au fond, elle avait toujours craint que ce moment n'arrive. Sa valise, un vieux sac de toile avec la fermeture éclair usée, était ouverte sur le matelas. Ses mains, déjà sans les gants jaunes, tremblaient pendant qu'elle pliait ses vêtements de ville. Elle ne pleurait pas pour le licenciement. Elle avait déjà été renvoyée par des patrons exigeants. Elle pleurait parce qu'elle pouvait entendre les cris d'Hugo et Léo traversant les murs de la maison l'appelant. Chaque « nounou » était un coup de poignard dans sa poitrine. Elle savait que Léo avait besoin de son massage des jambes avant la sieste où ses muscles lui feraient mal. Elle savait qu'Hugo avait besoin qu'on lui chante la chanson de l'éléphant gris où il ne dormirait pas. Et elle savait que M. Laurent
avec toute sa richesse, ne savait rien de tout cela. La porte s'ouvrit sans frapper. Ce ne fut pas un coup, ce fut une invasion. Laurent entra, remplissant le petit espace de sa présence accablante et de sa colère contenue. La chambre se sentit soudain minuscule. « Avez-vous terminé ?» demanda-t-il. Sa voix était de la glace sèche. Il n'y avait plus de cris maintenant, seulement un mépris tranquille et dévastateur. Chloé se retourna, serrant un t-shirt contre sa poitrine comme si c'était un bouclier. « Je range mes affaires, monsieur. J'ai juste besoin de quelques minutes. » Laurent fit un pas à l'intérieur, balayant la pièce d'une moue de dégoût, comme si l'air y était de moindre qualité. Il vit un dessin collé au mur avec du ruban adhésif, un gribouillis fait avec des crayons que Hugo avait fait la veille. Chloé l'avait gardé comme si c'était un Picasso. Laurent l'arracha du mur d'un mouvement brusque. Le bruit du papier se déchirant fut violent dans le silence tendu. « N'emportez rien qui ne vous appartienne pas, » dit Laurent, froissant le dessin et le laissant tomber par terre comme une ordure. « Dans cette maison, tout est propriété de la famille, même les souvenirs de mes fils. » Chloé sentit le sang lui monter aux joues. L'humiliation n'était pas à cause de l'argent, c'était la négation de son humanité. « Ce dessin, c'est Hugo qui me l'a donné, monsieur. Ce n'est que du papier, » dit-elle, la voix tremblante, mais maintenant son regard. « Pour vous, c'est un trophée, une preuve que vous avez réussi à les manipuler, » répondit Laurent, sortant un portefeuille en cuir de sa poche intérieure. Il ouvrit le portefeuille et en sortit une liasse de billets épais sans même les compter. « Tenez, c'est votre salaire du mois complet, plus une indemnité. C'est beaucoup plus que ce que vous méritez pour le spectacle grotesque que vous avez monté aujourd'hui dans mon salon. » Il lança les billets sur le lit, à côté de la valise ouverte. L'argent tomba en désordre, quelques billets glissant jusqu'au sol. Ce fut un geste calculé pour la faire se sentir petite. Une transaction commerciale pour acheter son silence et sa disparition. Prenez-le et partez. Je ne veux plus jamais vous voir près de cette propriété. Si j'apprends que vous tentez de contacter les enfants, j'appellerai la police. J'ai des avocats qui pourraient ruiner votre vie avant que vous ne puissiez cligner des yeux. Chloé regarda l'argent éparpillé. Elle aurait pu payer les médicaments de sa mère pendant 3 mois avec ça, mais à ce moment-là, l'argent lui sembla sale. Elle respira profondément, ravalant sa fierté, et leva les yeux vers Laurent. Ses yeux sombres, habituellement doux, brillaient maintenant d'une dignité que Laurent ne s'attendait pas à trouver chez quelqu'un portant un uniforme bon marché. « Monsieur Laurent, » dit-elle, ignorant les billets, « vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Vous pouvez dire que je suis vulgaire, que je suis pauvre, que je n'ai pas de classe. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'était pas un cirque, c'était de l'amour. » Laurent se tendit, prêt à l'interrompre, mais quelque chose dans sa voix l'arrêta. « Ces enfants ont faim, monsieur, et pas de nourriture chère ni de jouets importés. Ils ont faim que quelqu'un se jette par terre avec eux. Ils ont faim que quelqu'un les touche sans avoir peur de salir son costume. Vous croyez que vous me renvoyez pour désordre, mais au fond, vous me renvoyez parce que ça vous fait mal de voir qu'une étrangère leur donne ce que vous ne pouvez pas leur donner parce que vous êtes trop occupé à être triste. »« Taisez-vous » tonna Laurent, frappant le cadre de la porte avec sa main ouverte. La vérité l'avait frappé au centre de sa blessure. « Vous ne savez rien de ma douleur. Vous n'êtes qu'une simple employée. Je suis la personne qui a appris à votre fils à se tenir debout, » répondit Chloé, douce mais implacable. Léo ne marchait pas parce qu'il avait peur. Aujourd'hui, il s'est tenu debout sur moi parce qu'il était sûr que je ne le laisserais pas tomber. Pouvez-vous en dire autant ? S'ils tombent, serez-vous là pour les rattraper ? Ou serez-vous préoccupé par le fait que votre chemise se froisse ? Le silence qui suivit fut dense, lourd. Laurent respirait bruyamment, les yeux injectés de sang. Il voulait lui crier dessus. Il voulait la jeter dehors à coups de pied. Mais ces mots s'étaient enfoncés comme des échardes dans sa conscience. L'image de Léo debout, s'équilibrant, lui perçait l'esprit. « Dehors !» murmura Laurent pointant la sortie. « Dehors de ma maison. Maintenant. » Chloé ferma sa valise. Elle ne ramassa pas l'argent par terre. Elle prit juste la liasse qui était tombée sur le lit, le strict nécessaire pour les jours travaillés, et laissa le reste, le pourboire humiliant, éparpillé sur la courte pointe. Elle mit son sac à l'épaule et marcha vers la porte. Laurent dut s'écarter pour la laisser passer. Elle ne baissa pas la tête. En passant à côté de lui, elle s'arrêta une seconde. Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle regarda vers le couloir qui menait aux chambres des enfants. « Léo ne s'endort que si vous lui caressez le dos en cercle vers la droite, » dit-elle, la voix brisée. « Et Hugo a peur de l'obscurité totale. Laissez la lumière du couloir allumée, s'il vous plaît. » Et avec cette dernière instruction, une leçon d'amour déguisée en conseil technique, Chloé sortit de la chambre de service et traversa la cuisine vers la sortie arrière.
Laurent resta seul dans la chambre minuscule, entouré de billets que personne ne voulait et avec l'écho d'une vérité qu'il ne voulait pas accepter. Depuis le salon, les pleurs des jumeaux avaient changé. Ce n'était plus de l'hystérie. C'était maintenant un pleur fatigué, rauque, de résignation. Le son d'une maison qui, une fois de plus, redevenait froide, ordonnée et terriblement vide. Laurent regarda le dessin froissé par terre, la tache de couleur dans son monde gris et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une peur atroce d'être seul avec ses propres fils. Le couloir qui reliait la cuisine à la sortie de service n'avait jamais semblé aussi long. Chloé marchait la tête haute, même si elle sentait que ses jambes étaient en plomb. Chaque pas l'éloignait des enfants, et le silence qu'elle laissait derrière elle était trompeur. À peine sa main toucha-t-elle la poignée de la porte arrière qu'un cri déchirant rompit l'atmosphère. Ce n'était pas un cri de caprice, c'était le son de la panique absolue. « Léo !» Le pleur se transforma en une quinte de toux convulsive. Chloé se figea. Son instinct lui hurlait de courir en arrière, mais sa dignité et l'ordre de licenciement la clouaient au sol. « Attendez !» La voix de Laurent retentit depuis l'arche de la cuisine. Ce n'était pas une demande, c'était une exclamation d'urgence déguisée en autorité. Chloé se retourna lentement. Laurent était là, décoiffé, la cravate desserrée et le visage pâle. Dans ses bras, Léo s'arquait violemment, le visage violet par l'effort de pleurer, rejetant le contact avec son père, comme si son costume de marque était fait d'épines. « Il ne se calme pas », dit Laurent respirant avec difficulté. L'arrogance d'il y a 5 minutes s'était fissurée. L'homme puissant qui déplaçait des millions avec un appel téléphonique ne pouvait pas arrêter le pleur d'un bébé de 12 kilogrammes. « J'ai essayé de faire ce que vous avez dit, le coup du dos, mais ça ne marche pas. Il s'étouffe. » Chloé lâcha sa valise. Le son de la toile frappant le sol fut la seule réponse. Elle marcha vers lui non pas comme une employée, mais comme une experte qui entre dans une zone de désastre. « Donnez-le-moi » ordonna-t-elle. Sa voix était douce, mais elle avait un acier souterrain qui n'admettait aucune discussion. Laurent, vaincu par le désespoir, lui tendit l'enfant. À l'instant où Léo sentit l'odeur de savon neutre et la texture de l'uniforme de Chloé, le changement fut miraculeux. Le bébé enfouit son visage dans son cou. Ses petites mains agrippèrent le tissu bleu avec une force désespérée et les cris cessèrent, remplacés par des sanglots entrecoupés et des soupirs profonds de soulagement. Laurent observa la scène, hébété. Il sentit un coup de jalousie, mais aussi d'un doute corrosif qui commençait à lui ronger l'orgueil. « Que leur faites-vous » demanda Laurent, cette fois sans colère, seulement avec une confusion sincère. « Les meilleurs pédiatres du pays m'ont dit que Léo est un enfant distant, que sa condition motrice le frustre, que c'est pour ça qu'il est agressif. Mais avec vous, c'est un autre enfant. » Chloé berçait Léo rythmiquement, ignorant la présence du patron, concentrée à faire baisser les pulsations du petit. « Vos médecins lisent des dossiers, monsieur Laurent. Moi, je lis vos fils, » répondit-elle sans le regarder. Léo n'est pas distant. Léo a peur, peur que ses jambes ne lui répondent pas, peur de tomber, et que personne ne le célèbre. Vous avez vu un cirque dans le salon. Léo a vu un défi qu'il pouvait surmonter. Laurent passa sa main sur son visage, frustré. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il s'est tenu debout. C'est impossible. Le docteur Arriaga a été clair. Hypotonie musculaire sévère dans le train inférieur. Il a dit qu'il marcherait peu, être à 2 ans avec des appareils. Ne me mentez pas pour récupérer votre travail. Chloé leva les yeux. Ses yeux brillèrent d'une intensité qui fit reculer Laurent d'un pas. Je ne mens pas, monsieur. Et je ne veux pas récupérer un travail où l'on me traite comme de la poubelle, mais je ne vais pas permettre que vous continuiez à croire que votre fils est un invalide juste parce qu'il vous manque la foi pour le voir essayer. La foi ? Laurent laissa échapper un rire incrédule. La foi ne guérit pas les conditions médicales, Chloé. La science, oui. Et la science dit que mon fils ne peut pas se soutenir seul. Alors la science se trompe, sentença Chloé. Ou peut être que la science a besoin d'amour pour fonctionner. Vous croyez que j'étais en train de jouer par terre? Ce que vous avez vu, cette tour humaine, c'était un exercice isométrique. En se tenant debout sur mon estomac, Léo doit ajuster son équilibre à chaque seconde parce que je respire, parce que je bouge. Son cerveau est obligé de se connecter à ses muscles d'une façon qu'aucune machine de thérapie froide ne peut réaliser. Laurent resta silencieux, traitant l'information. Cela avait du sens, c'était logique, mais c'était trop simple, trop humble pour être vrai. « Prouvez-le », défia Laurent, sa voix baissant à un murmure rauque. « Si c'est vrai ce que vous dites, prouvez-le maintenant. Ici. » Chloé regarda Léo, qui était déjà calme, les yeux fermés, se reposant sur son épaule. Puis elle regarda Laurent.
Elle savait que c'était un risque. L'enfant était fatigué, stressé. S'il échouait, Laurent aurait l'excuse parfaite pour la jeter dehors et l'humilier à vie. Mais si elle ne le faisait pas, Léo reviendrait à une vie de « tu ne peux pas », condamné par le diagnostic d'un papier. « Allons au salon », dit Chloé passant à côté de Laurent et marchant de nouveau vers l'intérieur de la maison. « Et s'il vous plaît, monsieur, si cela fonctionne, n'applaudissez pas, ne criez pas, regardez seulement. » Le salon était tel qu'il l'avait laissé, avec les jouets éparpillés et l'écho de la discussion précédente flottant encore dans l'air. Hugo, qui était resté seul sur le canapé pleurant doucement, leva la tête en voyant Chloé entrer. Il tendit les bras, mais Chloé lui fit un geste doux d'attente avec la main. Un signal que l'enfant comprit instantanément. Madame Thérèse apparut par le couloir latéral, attirée par le retour inattendu. En voyant Chloé de nouveau dans le salon, son visage se contorsionna en une grimace d'indignation. « Monsieur, que fait cette femme ici encore ?» lança l'intendante, avançant d'un pas rapide. « Je pensais que nous avions déjà nettoyé la maison. »« Silence, Thérèse » aboya Laurent sans la regarder, les yeux fixés sur Chloé et son fils. Le ton fut si coupant que la vieille femme s'arrêta net, la bouche ouverte, offensée et surprise. Laurent resta debout à côté du cadre de la porte, les bras croisés, une posture défensive qui cachait sa terreur. Il voulait croire, mais il paniquait à l'idée d'être déçu à nouveau. Chloé marcha jusqu'au centre du tapis beige. Elle s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur des yeux de Léo. Avec une délicatesse infinie, elle décolla l'enfant de sa poitrine et le posa debout sur le tapis. Ses mains grandes et chaudes soutenaient la taille du petit. Léo chancela. Ses petites jambes, enfouies dans la salopette en jean, tremblaient visiblement. Il chercha instinctivement à s'agripper aux vêtements de Chloé, gémissant un peu. « Vous le soutenez », accusa Laurent depuis la porte avec la voix chargée de scepticisme. « Si vous le lâchez, il tombe. C'est ce qui arrive toujours. »« Chut !» chuchota Chloé sans quitter des yeux ceux de l'enfant. « Léo, regarde-moi, mon amour. Tu es fort. Tu es un géant. » Chloé retira ses mains de la taille de l'enfant, mais les laissa à quelques millimètres de son corps, prêtes à le rattraper, créant un champ de force invisible de sécurité. Léo resta là, oscillant comme une feuille au vent. Ses genoux se plièrent vers l'intérieur. « Il va tomber !» murmura Thérèse avec venin. « C'est une cruauté. »« J'ai dit silence !» rugit Laurent, le cœur battant dans sa gorge. Léo regarda autour de lui, effrayé par l'espace vide. Ses yeux cherchèrent son père, mais Laurent était une statue lointaine et floue. Puis ils revinrent à Chloé. Elle était là, souriant avec ce sourire lumineux qui promettait que tout irait bien. Elle ne le regardait pas avec pitié, elle le regardait avec fierté. Chloé recula lentement, un pas, deux pas, rampant à genoux vers l'arrière, s'éloignant de l'enfant. « Viens, Léo » murmura-t-elle, étendant les bras ouverts. « Viens vers Nounou, viens chercher un câlin. » La distance n'était que d'1 mètre, mais pour un enfant avec hypotonie, c'était un abîme. Léo laissa échapper un gémissement de frustration. Regarda ses pieds, regarda Chloé, et alors cela arriva. Léo serra ses poings minuscules à ses côtés. Son visage se fronça en un geste de concentration absolue. Il respira profondément, gonflant sa petite poitrine, et leva le pied droit. Ce ne fut pas un mouvement élégant, ce fut maladroit, lourd, un coup de pied contre le parquet qui résonna dans le silence sépulcral de la pièce. Laurent arrêta de respirer. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses propres bras à travers le tissu du costume. Le pied gauche suivit. 1 pas. Léo pencha dangereusement vers l'avant. Laurent fit semblant de courir pour le rattraper, mais Chloé leva les yeux et lui lança un regard fulminant qui l'arrêta net. « Fais confiance », disaient ses yeux. L'enfant retrouva l'équilibre en agitant les bras. Il fit un autre pas, et un autre. « Mon Dieu !» Le murmure s'échappa des lèvres de Laurent comme une prière involontaire. Ce n'étaient pas les pas traînants d'un enfant malade, c'étaient les pas décidés d'un enfant qui a un but. Léo laissa échapper un petit rire nerveux, un mélange de peur et d'excitation, et se lança en avant dans les 2 derniers pas, tombant dans les bras ouverts de Chloé. « Ça y est !» cria Chloé, l'embrassant et roulant avec lui sur le tapis, lui couvrant le visage de baisers. « Tu l'as fait! Tu es un champion !» Hugo, depuis le canapé, commença à applaudir et à rire, contaminé par la victoire de son frère. La scène était la preuve irréfutable. Aucun médecin, aucun appareil, aucune thérapie à des milliers d'euros n'avait réussi ce que cette femme avait accompli avec patience, sol et amour. Laurent sentit que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tout son système de croyance, basé sur le fait de payer pour le meilleur et d'exiger des résultats immédiats, s'effondra. Il regarda son fils, qui riait dans les bras de la domestique vulgaire,
et puis regarda ses propres mains vides. Il réalisa avec une douleur aiguë dans la poitrine qu'il ne connaissait pas son fils. Il ne savait pas qu'il pouvait marcher. Il ne savait pas qu'il pouvait être courageux. Il avait manqué le miracle pour avoir été trop occupé à juger la méthode. Madame Thérèse, voyant que le récit lui échappait, décida de jouer sa dernière carte, la plus sale. « Bon, » dit la vieille femme avec dédain, brisant le moment magique. « Marcher est une chose, mais la décence en est une autre. Monsieur, ne laissez pas ce tour de foire vous troubler le jugement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce qui manque dans le coffre-fort de madame. » Laurent, qui avait encore des larmes d'émerveillement dans les yeux, se tourna vers Thérèse. La mention du coffre-fort fut comme un seau d'eau glacée. L'émotion du miracle heurta violemment la suspicion semée. « De quoi parlez-vous » demanda Laurent, sa voix rauque. « Je ne voulais pas le dire devant elle, monsieur », mentit Thérèse en désignant Chloé d'un doigt osseux. « Mais pendant que vous étiez en voyage, j'ai remarqué qu'il manquait la broche en diamant de votre défunte épouse, celle que vous gardez avec tant de soin. Et par hasard, cette femme est la seule qui monte nettoyer votre bureau. » Chloé se leva lentement, Léo toujours dans ses bras. Son visage pâlit. « Je n'ai jamais touché à rien de ce coffre, » dit-elle, d'une voix ferme, mais tremblante à cause de l'accusation. « Jamais. » Laurent regarda Chloé, puis son fils dans ses bras, et finalement Thérèse. Le doute revint s'installer dans son esprit, toxique et rapide. Le miracle physique était indéniable, mais le moral. Il était possible que cette femme soit un ange avec les enfants et un démon avec son patrimoine. « Thérèse, » dit Laurent, durcissant de nouveau son visage. « Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? » « Aussi sûr que je suis là, monsieur. Vérifiez son sac à dos, vérifiez ce vieux sac qu'elle porte. Si elle n'a rien à craindre, cela ne la dérangera pas que nous regardions, n'est-ce pas ?» Le piège était tendu, et Laurent, un homme de faits et de preuves, marcha vers le sac de toile que Chloé avait laissé à l'entrée du salon. La tension dans la pièce passa de l'euphorie à la terreur policière en une seconde. La main de Laurent se referma sur la sangle du vieux sac de toile. L'air dans le salon devint irrespirable, chargé d'une électricité statique qui hérissait la peau. Léo, toujours dans les bras de Chloé, cessa de rire en sentant la tension dans le corps de sa nounou. Hugo, depuis le canapé, porta un doigt à sa bouche, observant avec des yeux grands et effrayés comment son père envahissait la seule propriété privée de la femme qui leur donnait de l'affection. Chloé ne bougea pas pour l'arrêter. Elle ne cria pas, elle ne protesta pas. Elle serra simplement Léo un peu plus fort contre sa poitrine, redressant son menton avec une dignité qui contrastait douloureusement avec son uniforme froissé et ses chaussures usées. « Si c'est ce dont vous avez besoin pour croire en mon honnêteté, faites-le, » dit Chloé. Sa voix ne trembla pas, bien que ses genoux le fassent. « Mais faites-le vous, ne la laissez pas toucher à mes affaires. » Laurent regarda Thérèse, qui attendait avec un sourire rapace, anticipant l'éclat des diamants parmi les vêtements humbles. Puis, d'un mouvement sec, Laurent renversa le contenu du sac sur la table basse en verre, juste à côté du vase qui valait plus que la vie entière de son employé. Des objets tombèrent, mais il n'y eut pas le bruit lourd des bijoux. Tomba une brosse à cheveux avec les poils usés, tombèrent 2 paires de chaussettes blanches rapiécées au talon. Tomba une boîte de pilules pour l'hypertension, avec le prix de la pharmacie générique encore collé, et tomba une petite photographie plastifiée de façon artisanale. Rien de plus, ni broche, ni argent, ni rien de valeur matérielle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent remua les objets avec sa main, espérant trouver un double fond, une poche secrète, quelque chose qui justifierait l'accusation et sa propre paranoïa. Mais il ne toucha que la pauvreté digne d'une femme travailleuse. Il prit la photographie. C'était une image floue d'une femme âgée en fauteuil roulant, souriant avec la même chaleur que Chloé. Au verso, une écriture tremblante disait « Pour que tu n'oublies pas pour qui tu te bats, ma fille ». Laurent sentit une nausée soudaine. La honte lui monta par le cou comme une brûlure. Il avait violé l'intimité de quelqu'un qui ne gardait que des médicaments pour sa mère et des souvenirs. « Ce n'est pas là », murmura Laurent en lâchant la photo comme si elle brûlait. Thérèse, dont le visage était passé de la présomption à l'incrédulité, fit un pas en avant, perdant son calme. « Impossible. Ça doit être là !» cria la vieille femme, se jetant sur la table et fouillant parmi les vieilles chaussettes avec ses mains osseuses. « Sûrement, elle l'a dans les poches de l'uniforme. Vérifiez-la. Cette voleuse est astucieuse. »« Monsieur, ça suffit. » Le cri de Laurent fit vibrer les vitres des fenêtres. Il attrapa le poignet de Thérèse avant qu'elle ne puisse toucher Chloé. Il la regarda avec une fureur froide, un mélange de déception et de saturation. « Il y a eu suffisamment d'humiliation pour aujourd'hui, »
dit Laurent en lâchant la main de l'intendante avec mépris. Il n'y a rien. Tu t'es trompé ou pire encore, tu as menti. Monsieur, je n'aurais jamais... commença à se défendre Thérèse, reculant, pâle. Va à la cuisine maintenant, ordonna-t-il sans la regarder. Lorsque la vieille femme disparut, grognant et traînant son venin vers le couloir, Laurent resta seul avec Chloé et les enfants. L'ambiance changea, mais ne se détendit pas. La honte de Laurent se transforma rapidement en une barrière défensive. Il ne pouvait pas demander pardon. Son orgueil d'homme puissant ne savait pas comment se plier autant sans se briser. Il devait garder le contrôle. Il devait être le chef. Il ramassa la boîte de médicaments et la photo et les remit dans le sac avec des mouvements rigides. Puis il regarda Chloé. Elle ne le regardait pas avec haine, mais avec une tristesse profonde qui lui fut insupportable. « Vous avez prouvé que mon fils peut marcher », dit Laurent, sa voix retrouvant ce ton formel et distant de salle de réunion. « Et vous avez prouvé que vous n'avez rien volé aujourd'hui. »« J'ai prouvé que je suis une personne décente, monsieur. »« Cela devrait suffire, » répondit-elle. « Dans mon monde, la décence est le minimum, pas un mérite, » répliqua-t-il, s'abritant derrière sa froideur. « Écoutez bien, Chloé. Je ne vais pas vous renvoyer. Je ne peux pas. Pas après ce que j'ai vu de Léo. Vous avez clairement une influence sur eux que je ne comprends pas, mais qui fonctionne. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent légèrement. Une étincelle d'espoir, non pas pour l'argent, mais pour ne pas avoir à abandonner les petits. « Mais, » interrompit Laurent, levant un index autoritaire, « les choses vont changer. Vous restez. Mais vous êtes à l'essai, un véritable essai. Pas de jeu par terre, pas de cris, pas de comportement sauvage. Je veux que vous vous comportiez comme une professionnelle de haut niveau. » Laurent marcha autour d'elle, marquant son territoire. « Vous porterez l'uniforme propre et repassez toujours. Les enfants mangeront à table, pas sur le canapé. S'ils jouent, ce sera avec des jouets éducatifs. Pas en faisant des tours humaines. Je veux de l'ordre, Chloé. Je veux le silence à partir de Vingt. Je veux que cette maison redevienne un foyer respectable, pas une cour de récréation. Vous avez une semaine. Si dans une semaine je vois un seul gant en caoutchouc jaune traîner dans mon salon, vous partez sans un sou. Compris ? C'était un marché cruel. Il lui demandait de rester, mais lui interdisait d'utiliser les mêmes outils. Le jeu, le rire, le contact physique désinhibé qui avait accompli le miracle. Il lui demandait de guérir ses fils, mais sans trop les aimer. Chloé regarda Léo, qui jouait avec les boutons de son uniforme. Elle savait qu'accepter ces conditions, c'était comme essayer d'éteindre un incendie avec un compte-gouttes, mais elle regarda les jambes de l'enfant, ses jambes qui venaient de faire leur premier pas. Si elle partait, ses jambes s'atrophieraient à nouveau sur une chaise. « Compris, monsieur, » dit-elle à voix basse. « Je ferai à votre manière. »« Bien. » Laurent ajusta sa cravate, se sentant faussement victorieux. « Installez-vous de nouveau. Demain, je commence à travailler depuis le bureau de la maison. Je surveillerai chaque mouvement. Ne me décevez pas. » Laurent sortit du salon sans regarder en arrière, emportant avec lui sa solitude et laissant Chloé avec une victoire amère. Elle avait le travail, mais on lui avait interdit l'âme. Les 3 jours suivants furent une torture de velours gris. La maison, auparavant éclaboussée d'éclats de rire soudains, était tombée sous un manteau de correction étouffant. Monsieur Laurent tint parole, annula le reste de son agenda à Zurich et s'enferma dans son bureau, une pièce recouverte de bois sombre au premier étage, avec la porte entr'ouverte juste assez pour entendre ce qui se passait en bas. Il s'asseyait devant son ordinateur, feignant de revoir des bilans et des contrats, mais ses sens étaient complètement focalisés sur le couloir et le salon. C'était un espion dans son propre château. Il voulait se prouver qu'il avait raison, que l'ordre apportait la paix, que la structure apportait le bien, être. Mais ce qu'il entendait le tuait lentement. Il entendait les pas de Chloé, rythmés et doux. Il entendait sa voix, maintenant modérée, disant des choses comme « Assieds-toi bien, Hugo. Ne jette pas la nourriture, mon amour. Monsieur va se fâcher. » Il entendait le silence. Un silence lourd, dense, seulement rompu par quelques pleurs occasionnels et brefs des jumeaux. Un pleur d'ennui et de frustration que Chloé calmait rapidement avec un « Chut, ça va passer, ça va passer. » L'exendado saf, meeting pas feren. Aïe, aïe, beating pas feren. Il n'y avait pas d'éclat de rire, pas de course, pas de vie. Au 3e jour, la curiosité l'emporta sur l'orgueil. Laurent se leva de sa chaise ergonomique en cuir et marcha sur la pointe des pieds vers la porte. Il jeta un coup d'œil dans le couloir qui donnait sur le balcon intérieur, d'où il pouvait voir le salon en bas sans être vu. La scène qu'il vit lui brisa ses schémas. Les enfants étaient assis sur le tapis, entourés de jouets chers en bois importé et de blocs de construction de couleur neutre. Ils étaient propres, impeccables,
coiffée avec la raie sur le côté. Chloé était assise sur une chaise, les surveillant, les mains croisées sur les genoux, exactement comme il l'avait ordonné, comme une professionnelle. Cela ressemblait à une photo de magazine de décoration, parfaite, froide, morte. Hugo tenait un bloc rouge, le regardait avec désintérêt et le laissait tomber. Léo était allongé sur le ventre, suçant son pouce, le regard perdu au plafond. Il n'essayait pas de se lever, il n'essayait pas de marcher. Pourquoi faire? Il n'y avait personne par terre, l'attendant les bras ouverts. Laurent sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Était-ce cela qu'il voulait? Des enfants qui ressemblaient à des mannequins. Était-ce cette décence que Thérèse défendait tant? Soudain, Chloé regarda l'horloge murale. Il était 11 heures du matin. Elle savait que Laurent avait l'habitude d'avoir des vidéoconférences à cette heure et mettait des écouteurs. Croyant que l'ogre était déconnecté du monde, Chloé se transforma. Ce fut subtil au début. Elle glissa de la chaise au sol, non pas avec du bruit, mais comme un chat. Elle retira ses chaussures silencieusement, s'approcha de Léo et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'enfant, qui ressemblait à une plante fanée quelques secondes auparavant, ouvrit grand les yeux et un sourire malicieux illumina son visage. Chloé sortit de sa poche non pas les gants jaunes, mais 2 chaussettes avec des petits visages peints sur les doigts. Elle les mit sur ses mains. « Bonjour, je suis Monsieur Patate », murmura Chloé, prenant une voix grave et ridicule, bougeant la main droite devant le visage d'Hugo. Hugo laissa échapper un petit rire étouffé, se couvrant la bouche avec les mains, comme s'il savait qu'il commettait un crime. « Et moi, je suis Madame Tomate », répondit-elle avec l'autre main, chatouillant le ventre de Léo. L'effet fut électrique. L'énergie de la pièce changea instantanément. La couleur revint aux joues des enfants. Léo se redressa, riant doucement, essayant d'attraper Monsieur Patate. Hugo se lança sur le dos de Chloé, l'embrassant. Laurent, depuis sa cachette en hauteur, vit comment Chloé roulait par terre avec eux, mais cette fois dans un silence total. Ils jouaient au mime, ils faisaient des gestes exagérés, ils ouvraient la bouche simulant des cris de guerre qui n'émettaient aucun son. Ils sautaient sur les coussins, atterrissant avec une douceur de plume. C'était une danse clandestine de bonheur. Il vit comment Chloé aidait Léo à se tenir debout. Sans dire un mot, elle lui offrit ses mains maintenant déguisées en marionnette. Léo se leva, tremblant, mais décidé, et fit 3 pas vers elle, se mordant la langue de concentration et de joie. « Bravo !» fit Chloé sans voix, applaudissant en silence. Laurent se retira du balcon, le dos collé au mur du couloir. Son cœur battait à tout rompre. Il réalisa qu'il était le méchant de cette histoire. Il avait créé une prison d'or où le bonheur devait être introduit en contrebande comme s'il était illégal. Chloé ne désobéissait pas par rébellion, elle désobéissait par amour. Elle sauvait ses fils de la tristesse qu'il imposait lui-même. Il baissa les yeux vers ses propres mains. Elles étaient propres, soignées, parfaites et vides. Il n'avait jamais joué aux marionnettes avec des chaussettes. Il n'avait jamais roulé par terre. Son épouse Isabelle lui disait souvent « Laurent, la maison se nettoie, mais l'enfance ne revient pas. » Il l'avait oublié. Juste au moment où il était sur le point de descendre et qu'il ne savait pas s'il devait être se joindre à eux, être demander pardon. Une ombre croisa sa vision périphérique. Madame Thérèse était au bout du couloir opposé. Elle n'avait pas vu Laurent espionner. Elle aussi espionnait le salon en bas, mais son expression n'était pas de révélation ni de tendresse. Ses yeux étaient plissés, fixés sur la joie muette de Chloé et des enfants. Dans ses mains, Thérèse serrait un chiffon de nettoyage, avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Laurent vit comment la vieille femme se retournait et entrait silencieusement dans la chambre principale, la chambre de Laurent, où se trouvait le coffre-fort. Une alarme sonna dans la tête de Laurent, non pas une alarme de vol, mais de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Il se rappela l'accusation de la broche. Il se rappela la sécurité avec laquelle Thérèse avait exigé de vérifier le sac. Et maintenant, la voyant entrer furtivement dans sa chambre, pendant que Chloé était distraite en bas, Laurent ne descendit pas au salon. À la place, il retira ses chaussures à semelles de cuir pour ne pas faire de bruit. Il se transforma en chasseur silencieux dont sa maison avait besoin. Il marcha vers sa propre chambre, s'arrêtant juste avant le cadre de la porte, retenant sa respiration. Ce qu'il vit à travers la fente le laissa glacé, plus glacé que n'importe quel affront précédent. Thérèse n'était pas en train de nettoyer. Thérèse était devant sa table de nuit avec la petite boîte de velours où il gardait la montre en or de son grand-père et la broche en diamant qui était censée avoir déjà disparu. La vieille femme ouvrit la boîte. L'éclat des diamants brilla dans la pénombre, mais elle ne la mit pas dans sa poche pour la voler. Elle la tint dans sa main, la regarda avec haine, et puis sortit de la chambre,
mais pas vers la sortie. Elle se dirigea vers le placard du couloir, où Chloé accrochait son manteau et laissait son sac de toile pendant qu'elle travaillait. Laurent comprit tout en une seconde de clarté brutale. Il n'y avait pas eu de vol. Il allait y avoir un piège. Thérèse ne voulait pas de l'argent. Elle voulait la destruction de Chloé, et elle était sur le point d'exécuter la phase finale de son plan. Juste maintenant que Laurent commençait à voir la lumière, le millionnaire sentit une colère nouvelle, différente. Ce n'était pas la colère chaude et réactive du père offensé. C'était la colère froide, calculatrice et létale de l'homme d'affaires qui découvre qu'il a été trahi par sa main droite. Il recula vers les ombres du couloir, laissant Thérèse passer avec la broche dans la main, se dirigeant vers le sac à dos de Chloé. « Fais-le » murmura Laurent pour lui-même, avec les yeux sombres rivés sur le dos de la vieille femme. « Creuse ta propre tombe, Thérèse. Aujourd'hui, la tyrannie dans cette maison s'arrête, mais avant d'agir, il avait besoin de la preuve définitive. Il avait besoin que le crime se consomme pour qu'il n'y ait pas d'excuses, ni de « ce fut un malentendu », ni de larmes de crocodile d'une employée de 40 ans. Laurent retourna à son bureau, alluma le moniteur des caméras de sécurité interne, celle que Thérèse croyait qu'il ne regardait jamais, et pressa le bouton d'enregistrement. La guerre pour l'âme de la maison avait commencé, et Laurent, pour la première fois, savait dans quel camp il devait se battre. L'écran du moniteur émettait un bourdonnement électrique presque imperceptible, mais pour M. Laurent, cela sonnait comme une sirène d'alarme. Depuis l'obscurité de son bureau, transformé maintenant en une cabine de surveillance improvisée, il observait l'image granuleuse en noir et blanc que transmettait la caméra du couloir de service. Ses mains, posées sur le bureau en acajou, étaient serrées en poings si forts que ses jointures étaient devenues blanches. Sur le moniteur, Madame Thérèse n'était pas la vieille femme serviable qui apportait le thé. C'était une ombre furtive. Laurent la vit s'arrêter devant le placard encastré, où Chloé gardait son sac de toile. La femme regarda des deux côtés du couloir, un geste instinctif de culpabilité, vérifiant qu'il n'y avait pas de témoins oculaires. Elle ne savait pas que l'œil numérique de son patron la disséquait depuis l'étage. Thérèse sortit la broche de sa poche. À travers l'écran, l'éclat des diamants était à peine un point de lumière blanche, mais Laurent reconnut la forme. C'était la broche en forme de papillon qu'il avait offerte à son épouse Isabelle lors de leur dernier anniversaire. Voir ce bijou, symbole d'un amour pur et tragique, dans les mains venimeuses de son intendante lui provoqua un haut-le-cœur de répulsion physique. Avec des mouvements rapides et nerveux, Thérèse ouvrit la fermeture éclair du sac de Chloé, plongea sa main profondément, cherchant une cachette sûre parmi les vêtements humbles de la nounou. Laurent retint sa respiration, sentant un mélange de fascination morbide et de fureur volcanique. Il assistait à un crime en temps réel. Il voyait comment on fabriquait un mensonge destiné à détruire la vie d'une innocente. Thérèse retira sa main, ferma le sac et lissa le tissu pour effacer toute trace de sa manipulation. Puis elle passa sa main sur ses cheveux gris, composa son visage dans ce masque de sévérité pieuse qu'elle avait l'habitude d'utiliser et marcha vers le salon. Laurent se laissa tomber sur le dossier de sa chaise, exhalant l'air qu'il avait retenu. L'enregistrement continuait de tourner. Il avait la preuve, il avait l'arme fumante, mais ce qu'il ressentait n'était pas du soulagement, c'était une culpabilité corrosive. Combien de fois cela était-il arrivé auparavant? Il se rappela l'infirmière d'il y a 3 mois, celle qui avait perdu une montre en argent. Il se rappela la jeune fille qui avait été renvoyée parce qu'elle avait prétendument cassé un vase Ming exprès. Thérèse avait toujours été le témoin, la découvreuse, la salvatrice du patrimoine familial. « J'ai été aveugle », murmura Laurent en passant ses mains sur son visage. « J'ai laissé une vipère s'occuper de mon nid. » En bas, dans le salon, l'ambiance restait d'une paix clandestine. Chloé, inconsciente de la tempête qui s'annonçait, continuait de jouer avec les jumeaux. Laurent pouvait imaginer leur sourire. Il pouvait sentir la chaleur qu'ils irradiaient, même à travers les murs et le sol qui le séparaient. Chloé était en train de réparer ses fils avec amour et de vieilles chaussettes, tandis qu'en haut, la machinerie de la haine se mettait en marche pour l'écraser. Laurent se leva. Il n'allait pas descendre en courant en criant. Ce serait trop facile pour Thérèse. Elle nierait, dirait qu'elle cherchait quelque chose. Elle inventerait une excuse. Non. Laurent avait besoin que la trahison soit totale. Il avait besoin que Thérèse s'expose, qu'elle dise les mots, qu'elle accuse du doigt. Il avait besoin de voir jusqu'où allait la méchanceté humaine quand elle se sentait impunie. Il boutonna son veston, ajusta sa cravate et adopta l'expression la plus froide et impénétrable de son répertoire d'homme d'affaires. Il allait descendre sur scène, mais cette fois il ne serait pas la marionnette de Thérèse. Il serait le juge, le jury, et si Dieu le voulait,
le bourreau moral de la femme qui avait empoisonné son foyer. Pendant ce temps, dans le salon, Thérèse entra. Elle ne fit pas de bruit. Au début, elle resta plantée sur le seuil, observant comment Chloé aidait Léo à empiler 3 blocs de bois. Le bonheur de la scène fut insupportable pour la vieille femme. Voir cette morte de faim occuper la place de mère, recevoir les sourires des héritiers, était une insulte personnelle à ses 40 ans de service strict. « Profite tant que tu peux, petite », murmura Thérèse pour elle-même, caressant la poche vide de son tablier où pesait auparavant la broche. L'hiver est arrivé. Thérèse inspira profondément, remplissant ses poumons d'air pour le cri théâtral qui briserait l'harmonie. C'était le moment d'agir. Le cri de Thérèse ne fut pas humain. Ce fut le cri d'une mouette blessée, conçue pour fendre l'air et glacer le sang. « Monsieur Laurent !» L'impact dans le salon fut immédiat. La tour de blocs que Léo venait de construire avec tant d'efforts s'écroula lorsque l'enfant sursauta violemment. Hugo, qui riait par terre, éclata en sanglots instantanément, terrorisé par le volume strident. Chloé, avec les réflexes de celle qui est habituée à protéger, se lança en avant, couvrant les 2 enfants de ses bras, regardant vers la porte avec les yeux écarquillés, s'attendant à voir un incendie ou un intrus armé. Mais elle ne vit que Thérèse. L'intendante était au milieu du salon, les mains sur la tête, jouant une crise de nerfs digne d'un prix d'académie. « C'est le comble, c'est la fin !» criait la vieille femme, regardant le plafond comme si elle demandait la clémence divine. « Je ne peux plus me taire, ma conscience ne me le permet pas. » Laurent apparut en haut de l'escalier. Il descendait les marches avec une lenteur exaspérante, le visage de pierre. Il ne courut pas. Il ne demanda pas ce qui se passe, il descendit simplement comme un nuage d'orage chargé d'électricité statique. « Que signifie ce scandale, Thérèse ?» demanda Laurent en arrivant à la dernière marche. Sa voix était basse, contrôlée, mais elle avait un tranchant dangereux que Thérèse, dans son euphorie malicieuse, ne sut pas détecter. « Monsieur !» Thérèse courut vers lui, serrant ses mains dans un geste de supplique. « J'ai essayé d'être patiente. J'ai essayé de donner une chance à cette personne, mais il y a des limites. Le sang de votre épouse crie justice. » Chloé se leva lentement avec Hugo agrippé à sa jambe droite et Léo dans ses bras. La peur lui serrait la gorge. Elle savait qu'elle n'avait rien fait. Mais elle savait aussi que dans le monde des riches, la vérité des pauvres vaut moins que la poussière. « De quoi parlez-vous » demanda Chloé, la voix tremblante, mais digne. « Tu sais de quoi je parle, hypocrite » lui cracha Thérèse, se tournant vers elle, les yeux injectés de haine. « J'ai remarqué des choses, monsieur, de petites choses qui disparaissaient, des pièces de monnaie, des couverts, mais aujourd'hui elle est allée trop loin. Je suis allé nettoyer votre table de nuit, monsieur, comme je le fais tous les vendredis, et la boîte de velours bleu était ouverte. » Laurent ne cligna pas des yeux, il garda le regard fixé sur Thérèse. « La broche du papillon !» cria Thérèse en portant une main à sa poitrine. « La broche de Madame Isabelle n'est plus là, et la seule personne qui a rôdé à l'étage pendant que vous travaillez, monsieur, c'est elle. Je l'ai vue monter sous prétexte d'aller chercher des serviettes propres. C'était un mensonge grossier. Chloé n'était pas montée de toute la journée. Elle avait interdiction de marcher au 2e étage, sauf ordre exprès, mais l'accusation flottait dans l'air, lourde et toxique. « Je ne suis pas montée, monsieur », dit Chloé rapidement, regardant Laurent dans les yeux. « Je ne suis pas sortie de ce salon. Vous étiez en haut. Vous savez que je ne suis pas montée. » Laurent ne répondit pas à Chloé. Il resta silencieux, laissant la panique grandir, laissant Thérèse se confier. « Elle ment », insista Thérèse. « Elles sont comme des rats, monsieur. Elles se déplacent dans l'ombre, mais cette fois je la tiens. Je suis sûr qu'elle n'a pas eu le temps de le sortir de la maison. Elle doit l'avoir dans ses affaires, prête à l'emporter dès que son service sera terminé. J'exige que nous vérifions son sac tout de suite, pour la mémoire de madame. » Les jumeaux pleuraient inconsolablement, sentant l'agression dans l'ambiance. Léo cachait son visage dans le cou de Chloé, trempant son uniforme de larmes. « Pas encore », murmura Chloé, et une larme d'impuissance roula sur sa joue. « Vous avez déjà vérifié mes affaires une fois. Combien de fois de plus avez-vous besoin de m'humilier ? Autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la vérité apparaisse, » dit Thérèse, et sans attendre la permission, elle courut vers le placard du couloir où se trouvait le sac de Chloé. Laurent la suivit d'un pas lent. Chloé, portant Léo et traînant Hugo par la main, le suivit aussi parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était une procession funèbre vers sa propre exécution sociale. Thérèse sortit le sac avec violence, le jeta par terre dans le vestibule. « Ouvrez-le, monsieur », exigea la vieille femme. « Ouvrez-le et voyez de vos propres yeux qui vous avez laissé entrer dans votre maison.
Laurent regarda le sac, puis regarda Chloé. La jeune nounou était pâle, tremblant de la tête aux pieds. « Monsieur, je vous le jure sur la vie de ma mère, je n'ai rien, » supplia Chloé. Sa voix se brisa. « Je veux juste m'occuper des enfants. Je ne veux pas de vos bijoux. Je n'en ai pas besoin. C'est ce que disent tous les voleurs, » sentença Thérèse. Laurent s'accroupit. Ses mains parfaitement soignées touchèrent la toile usée. Il ouvrit la fermeture éclair lentement. Le bruit de la fermeture éclair déchirant le silence fut insupportable. Thérèse se pencha en avant avec un sourire de requin, attendant l'éclat du triomphe. Laurent mit la main, écarta les vêtements, et ses doigts se refermèrent autour du métal froid et des pierres dures. Il le sortit lentement. La broche papillon brilla sous la lumière de la lampe du vestibule. Les diamants étincelèrent avec une pureté ironique au milieu de tant de saleté morale. « Ah !» cria Thérèse triomphante, pointant du doigt comme si c'était une épée. « Le voilà, je le savais. Voleuse misérable, tu as volé une morte. » Chloé laissa échapper un halètement d'horreur. Elle porta ses mains à sa bouche, lâchant les enfants pendant une seconde. Elle recula jusqu'à heurter le mur. « Non !» murmura Chloé, niant de la tête, les yeux pleins de terreur. « Ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas mis là. » Quelqu'un se moqua. Thérèse. Qui? Les fantômes, les bébés, c'est toi? Nous t'avons prise la main dans le sac. La vieille femme se tourna vers Laurent, s'attendant à voir l'explosion de colère, s'attendant à ce qu'il jette la fille à coups de pied, attendant l'ordre d'appeler la police. Monsieur, appelez les autorités. Indécisa. De locaux, insista Thérèse. Qu'il l'emmène menotté, qu'elle apprenne qu'on ne joue pas avec la famille. Laurent se leva, tenant la broche en l'air. Il la regarda à la lumière en la faisant tourner. Puis il baissa la main et regarda Chloé. Il vit la terreur absolue sur son visage, la dévastation de quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas d'importance lorsque la preuve est truquée. Il vit ses fils pleurant à ses pieds, s'agrippant à ses jambes comme s'ils étaient des naufragés s'accrochant à un mât. Et puis Laurent tourna lentement la tête vers Thérèse. Le sourire de la vieille femme vacilla pendant une fraction de seconde. Il y avait quelque chose dans le regard de Laurent qui ne collait pas. Il n'y avait pas de fureur incontrôlée. Il y avait un calme glacial, une obscurité profonde et terrifiante. « Vous avez raison, Thérèse, » dit Laurent, sa voix résonnant dans le vestibule de marbre. « On ne joue pas avec ma famille. »« Exactement, monsieur. C'est pour cela que vous devez... »« Dites-moi une chose, » l'interrompit Laurent, faisant un pas vers l'intendante, envahissant son espace personnel. « Comment saviez-vous qu'elle était au fond du sac ?» Sous les chaussettes. Thérèse cligna des yeux, nerveuse. « J'ai supposé. Les voleurs cachent toujours les choses au fond. C'est l'instinct, monsieur. »« Instinct », répéta Laurent, savourant le mot avec dégoût. « Curieux instinct, car d'où vous étiez, il était impossible de voir le fond du sac avant que je n'y mette la main. » L'air dans la pièce changea. Le piège de Thérèse s'était refermé, mais elle ne se rendait pas encore compte que c'était son pied qui était pris dans le piège. « Monsieur, qu'insinuez-vous » demanda Thérèse, sa voix perdant de sa force. « La preuve est là, elle l'a volée. »« La preuve est là, oui, » dit Laurent en serrant la broche dans son poing. « Mais la vérité est quelque chose de beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas ?» Chloé regardait la scène confuse, le cœur martelant. Pourquoi ne lui criait-il pas dessus? Pourquoi regardait-il Thérèse avec cette intensité de prédateur? « Chloé, » dit Laurent sans cesser de regarder la vieille femme, « prenez les enfants, emmenez-les dans leur chambre, fermez la porte, et bouchez-leur les oreilles. » Ivy interrupted. This voice tenté. « Monsieur, tenta de parler Chloé. « Faites-le, » ordonna Laurent, et cette fois il cria, mais non pas avec colère envers elle, mais avec urgence de protection. Chloé, tremblante, chargea Léo et prit Hugo par la main, courant à l'étage, fuyant le cauchemar. Lorsque le son des pas des enfants disparut et que l'on entendit le clic de la porte de la chambre se fermer, Laurent resta seul avec Thérèse dans le vestibule. Le silence était absolu. Thérèse recula d'un pas, sentant pour la première fois une peur réelle. « Monsieur, vous m'effrayez. Nous devrions appeler la police et en finir. »« Oh, ne vous inquiétez pas, Thérèse, » dit Laurent en sortant son téléphone portable de sa poche avec sa main libre. « Nous allons en finir, mais je n'appellerai pas encore la police. Je veux d'abord vous montrer un film très intéressant que je viens de filmer. » Laurent déverrouilla le téléphone. Ses doigts se déplacèrent sur l'écran, cherchant le fichier connecté au cloud de sécurité. « Un film ?» demanda Thérèse d'une voix faible. Laurent tourna l'écran du téléphone vers elle. « Regardez » murmura-t-il. Sur le petit écran brillant, on voyait le couloir de service en noir et blanc. On voyait une femme âgée en uniforme gris regardant des deux côtés. On voyait comment elle sortait une broche brillante de sa poche.
On voyait comment elle ouvrait le sac. Le visage de Thérèse se décomposa. Le masque de la servante loyale fondit, laissant voir la terreur nue d'une criminelle découverte. Ses genoux s'entrechoquèrent. « Monsieur, je peux l'expliquer » balbutia-t-elle en reculant vers la porte. « Il n'y a rien à expliquer » dit Laurent avançant vers elle, implacable. « Ce qu'il faut décider maintenant, c'est si vous sortirez de cette maison en marchant ou dans une voiture de police. » Le climax était arrivé, mais pas comme Thérèse l'avait écrit. La justice divine venait d'entrer dans le vestibule et elle portait costume et cravate. Le téléphone continuait de lire la vidéo en boucle, montrant la trahison en noir et blanc. Madame Thérèse regardait l'écran comme si c'était un miroir qui reflétait sa propre âme pourrie, et pour la première fois depuis des décennies, elle n'eut pas de réponse rapide, ni de mensonge aiguisé, ni d'excuses pieuses. « 40 ans, murmura la vieille femme, sa voix tremblant. Non pas de repentir, mais d'une rage impuissante. J'ai donné 40 ans de ma vie à cette famille. J'ai nettoyé leur misère, j'ai gardé leurs secrets, et vous allez me jeter dehors pour un morceau de métal, pour une babiole. » Laurent rangea le téléphone dans sa poche avec lenteur. Le calme qu'il ressentait était terrifiant, même pour lui-même. C'était le calme de celui qui a survécu à un naufrage et voit la côte. « Je ne vous jette pas dehors pour le métal, Thérèse, » dit Laurent faisant un pas vers la porte principale et l'ouvrant en grand. L'air nocturne entra dans le vestibule froid et propre. « Je vous jette dehors parce que vous avez essayé de détruire une innocente pour nourrir votre ego. Je vous jette dehors parce que vous avez transformé mon deuil en une dictature. Je vous jette dehors parce qu'en essayant de protéger ma maison, vous l'avez transformée en prison. » Thérèse se redressa. Si elle allait tomber, elle ne le ferait pas à genoux. Son visage se durcit, retrouvant ce masque de dédain aristocratique qu'elle avait copié de ses anciens patrons. « Je fais ce que je fais pour le bien de la lignée », cracha-t-elle, lissant son tablier de main furieuse. « Cette fille, cette personne de rien, va ruiner ses enfants. Elle va les rendre faibles, mous, comme elle. Vous croyez que vous avez gagné, monsieur Laurent, mais vous restez seul avec le chaos. Lorsque ces enfants grandiront et ne sauront pas se comporter en société, vous vous souviendrez de moi. Je préfère qu'ils soient heureux qu'ils ne soient décents comme vous, répondit Laurent, pointant l'obscurité de la rue. Dehors. Vous avez 10 minutes pour sortir vos affaires de ma propriété. Si dans 11 minutes vous êtes toujours ici, j'appellerai la garde et je leur montrerai la vidéo. Et croyez-moi, les juges n'aiment pas les voleuses de bijoux, aussi anciennes soient-elles. » Thérèse laissa échapper un souffle de mépris. Elle marcha vers la porte, ses chaussures à semelles dures résonnant pour la dernière fois sur le marbre qu'elle avait tant poli. En arrivant au seuil, elle s'arrêta et se retourna. Ses yeux étaient 2 puits d'amertume. Madame Isabelle n'aurait jamais permis cela, lança son dernier dard empoisonné. Laurent sentit le coup, mais cette fois il ne saigna pas. « Madame Isabelle, » dit Laurent d'une voix ferme, aurait renvoyé quiconque ferait pleurer ses fils. « Au revoir, Thérèse. » La vieille femme sortit dans la nuit sans regarder en arrière. Laurent ferma la porte. Le bruit sec du verrou résonna dans toute la maison, un son définitif. Le silence qui suivit ne fut pas le silence oppressant d'avant. Ce fut un silence de vide, d'espace dégagé. L'ombre était partie, mais la crise n'était pas terminée. En haut, le mal était déjà fait. Laurent monta les escaliers. Ses jambes pesaient des tonnes. Chaque marche était une accusation. Il avait permis que cela se produise. Il avait été complice par omission. Il arriva au couloir du 2e étage. La porte de la chambre des enfants était fermée. De l'intérieur, on n'entendait pas de pleurs hystériques, mais quelque chose de beaucoup plus déchirant, un murmure doux, tremblant. Laurent colla son oreille au bois. « Dors, mon petit, ta maman est au champ », chantait Chloé. Sa voix était brisée par les pleurs contenus. Elle était fausse à cause de la peur, mais elle continuait de chanter. Même au moment où elle croyait qu'elle allait être arrêtée, qu'elle allait perdre sa réputation et sa liberté, sa priorité restait de calmer Hugo et Léo. Laurent appuya son front contre la porte. Il sentit une pointe de douleur dans sa poitrine, si aiguë qu'il dut fermer les yeux. C'était le cirque qu'il avait méprisé. Cette loyauté féroce était ce qu'il avait appelé un manque de professionnalisme. Il se sentit l'homme le plus pauvre du monde. Il tourna doucement la poignée. Elle était bloquée. Chloé avait mis le verrou, se barricadant contre le monstre qui, croyait-elle, venait la chercher. « Chloé !» l'appela-t-il. Sa voix sortit rauque, méconnaissable. « Chloé, ouvre, s'il te plaît. » Le chant s'arrêta brusquement. On entendit un sanglot étouffé et le bruit de quelqu'un bougeant pour protéger quelque chose. « N'entrez pas !» supplia-t-elle de l'autre côté d'une voix paniquée. « S'il vous plaît, monsieur, ne laissez pas la police entrer ici. Pas devant eux. Je sors, je me rends, mais n'effrayez pas les enfants. »
La demande lui déchira l'âme. Elle était en train de négocier sa propre capture pour protéger l'innocence de ses fils. « Il n'y a pas de police, Chloé, » dit Laurent en appuyant sa main à plat contre le bois. « Thérèse est partie, c'est fini. Ouvrez la porte. J'ai besoin que vous voyiez quelque chose. » Il y eut un long silence tendu. Laurent pouvait entendre la respiration agitée d'elle de l'autre côté. Finalement, le verrou claqua. La porte s'ouvrit de quelques centimètres. Chloé passa son visage. Elle avait les yeux gonflés et rouges, le maquillage coulé, les cheveux en bataille. Elle tenait Léo dans un bras comme un bouclier, et Hugo était agrippé à sa jambe, caché derrière sa jupe. Elle le regarda avec terreur, attendant le piège, attendant les menottes. Laurent ne poussa pas la porte. Il resta dans le couloir, respectant son espace, les mains ouvertes et vides pour montrer qu'il n'apportait rien de plus que sa propre honte. « Elle est partie », répéta-t-il. « Je l'ai renvoyée. » Chloé cligna des yeux, confuse, serrant plus fort le bébé. « Vous l'avez renvoyée ? Mais la broche ? » Elle a dit que... Elle l'a mis là. Laurent sortit le téléphone à nouveau. « Je l'ai enregistré. J'ai tout vu. » Chloé regarda le téléphone, puis Laurent. Ses épaules, qui avaient été tendues comme des cordes de violon, s'affaissèrent. Le soulagement fut si physique qu'elle dut s'appuyer sur le cadre de la porte pour ne pas tomber. Léo, sentant que le danger passait, appuya sa tête sur son épaule et soupira. « Alors, je ne vais pas en prison ?» demanda-t-elle avec une innocence qui fut insupportable pour Laurent. « Non !» dit Laurent en niant de la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. « La seule personne qui devrait être jugée dans cette maison, c'est moi, pour avoir douté de vous. » Chloé ouvrit la porte complètement, permettant à Laurent d'entrer dans le sanctuaire de la chambre d'enfant. La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par une lampe de nuit en forme d'étoile. Il y avait des jouets par terre, mais ça ne semblait pas désordonné, ça semblait vécu. Laurent entra, se sentant un intrus dans sa propre maison. Chloé marcha vers le berceau et déposa Léo, avec une douceur infinie. L'enfant, épuisé par le drame du jour, se blottit immédiatement. Hugo, qui était toujours réveillé, regardait son père avec méfiance depuis derrière les jambes de la nounou. « Pardonnez-moi, monsieur », dit Chloé en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « C'est que j'ai eu très peur. Ma mère dépend de moi. Si je vais en prison, elle meurt. » Laurent s'assit sur une chaise basse, une de ces petites chaises pour lire des histoires qu'il n'utilisait jamais. Il se retrouva à la hauteur d'Hugo. « Chloé », dit Laurent en regardant ses mains entrelacées. « Ne me demandez pas pardon. Plus jamais. » Laurent leva les yeux. Ses yeux, habituellement froids et analytiques, étaient humides. « J'ai vu la vidéo du vol, oui, mais après je suis resté regarder plus. » Chloé se tendit légèrement. « Plus ? J'ai revu les enregistrements de la semaine dernière, des jours où j'étais en voyage et où vous croyiez être seul, confessa Laurent. Chloé baissa la tête, honteuse. « Monsieur, je sais que nous avons dansé dans la cuisine et que j'ai laissé Hugo manger de la glace sur le tapis. Je l'ai nettoyé, je vous le jure. Je ne regardais pas les tâches, Chloé, » l'interrompit Laurent d'une voix douce. « Je regardais mes fils. » Laurent sortit sa tablette, qu'il avait apportée avec lui depuis le bureau, et l'alluma. La lumière bleutée illumina son visage fatigué. Il chercha un fichier et appuya sur lecture. Il tourna l'écran pour que Chloé la voie. C'était un enregistrement d'il y a 2 jours. Sur l'image, Chloé était assise par terre dans le salon avec un livre géant ouvert. Hugo et Léo étaient assis à côté d'elle, hypnotisés. Chloé ne lisait pas seulement. Elle jouait, elle faisait des voix, elle bougeait les bras, elle se transformait en monstre et en princesse. Mais ce que Laurent montra n'était pas Chloé, mais les enfants. « Regardez Hugo », dit Laurent en pointant l'écran. « Regardez comment il vous regarde. » Dans la vidéo, Hugo regardait Chloé avec une adoration absolue, copiait ses gestes, riait avant qu'elle ne termine la blague. Et Léo, l'enfant qui était censé ne pas pouvoir bouger, était en train d'essayer de grimper sur le dos de Chloé pour mieux voir le livre, utilisant une force et une coordination que les médecins disaient qu'il n'avait pas. « Je ne savais pas qu'Hugo savait applaudir », murmura Laurent, la voix brisée. « Je l'ai vu dans la vidéo. Il a appris à applaudir mardi dernier avec vous. Je l'ai manqué. » Il passa à la vidéo suivante. C'était la scène du repas. Chloé était en train de faire l'avion avec la cuillère. Les enfants mangeaient des légumes sans protester, en riant. « Je ne savais pas que Léo aimait le brocoli », continua Laurent, et une larme solitaire roula sur sa joue. « Avec moi, il le crache. Avec vous, il le mange en riant. » Laurent éteignit la tablette et la laissa par terre. Il se couvrit le visage de ses mains. Le mur de glace se brisa définitivement. Le millionnaire, l'homme de fer, commença à pleurer. Un pleur silencieux, profond, qui secouait ses épaules.
Je pensais que je leur donnais tout, sanglota Laurent. La meilleure maison, les meilleurs vêtements, les meilleurs médecins. Et vous, vous êtes arrivés avec des gants en caoutchouc et de vieilles chaussettes, et vous leur avez donné la seule chose que je n'ai pas su leur donner, la vie. Chloé resta paralysée. Elle n'avait jamais vu un homme comme lui si puissant s'effondrer ainsi. L'instinct qui la poussait à prendre soin des enfants s'activa envers le père. Elle s'approcha lentement, hésitant. « Monsieur, vous les aimez, dit-elle doucement. C'est cela l'important. L'amour s'apprend tout comme Léo a appris à marcher. Il a juste besoin de perdre la peur de se jeter par terre. » Laurent leva son visage rouge et mouillé. Il regarda Hugo, qui s'était approché curieux, en voyant son père pleurer. L'enfant, avec cette empathie pure de l'enfance, tendit sa petite main et toucha le genou de Laurent. « Papa, Bobo, » dit Hugo. Ce fut une balle dans le cœur. « Oui, Hugo, papa a un gros bobo ici dedans, » dit Laurent en se touchant la poitrine. Sans y penser, Laurent fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis les funérailles de son épouse. Il glissa de la chaise et s'assit par terre, sur le tapis, au même niveau que son fils et la nounou. Il ne se soucia pas que le pantalon du costume de 3000 € se froisse. Il ne se soucia pas de la dignité. Il tendit les bras vers Hugo. L'enfant hésita une seconde en regardant Chloé. Elle hocha la tête avec un sourire chaleureux, lui donnant la permission. Hugo marcha vers son père et se laissa serrer dans ses bras. Laurent enfouit son visage dans les cheveux de son fils, sentant le shampoing de bébé et l'innocence. « Chloé, » dit Laurent depuis le sol sans lâcher l'enfant. « Je ne veux pas que vous travailliez pour moi. » Chloé sentit un froid soudain. Après tout cela, il la renvoyait. « Monsieur, je ne veux pas que vous soyez mon employé, » corrigea Laurent en levant les yeux. Ses yeux n'avaient plus de barrière. « Je veux que vous fassiez partie de cette famille. Je veux que vous m'enseigniez, pas à nettoyer ni à ordonner. Je veux que vous m'enseigniez à être le père qu'il voit en vous. » Laurent tendit une main vers elle. Ce n'était pas un geste romantique, c'était un geste de respect profond, d'égal à égal, un pacte de sang. « Restez, s'il vous plaît, pas pour le salaire. Je doublerai votre salaire. Je vous donnerai ce que vous voudrez. Restez pour m'enseigner à jouer. » Chloé regarda la main de Laurent. Elle regarda Hugo serré contre lui. Elle regarda Léo dormant dans le berceau. Elle comprit que la bataille était terminée. Le froid du manoir était en train de se dissiper. Chloé sourit, et cette fois ce fut un sourire tranquille, sans peur. « Je reste, monsieur, » dit-elle en prenant la main de Laurent, « mais à une condition. »« Laquelle ?» dit-il rapidement. « Demain vous mettez les chaussettes marionnettes. Je serai le public. » Laurent laissa échapper un rire réel, rouillé, mais sincère, qui sonna étrange dans cette pièce habituée au silence. « Marché conclu, » dit-il. Et à ce moment, sous la lumière tamisée de la lampe étoile, avec le père riche par terre et la nounou pauvre debout, fut scellée la véritable fortune de cette maison. Elle n'était pas dans le coffre-fort, elle était sur le tapis. La matinée suivante ne se leva pas comme n'importe quelle autre dans le manoir. Habituellement, le soleil entrait par les baies vitrées blindées, illuminant des particules de poussière dans un silence de mausolée. Mais aujourd'hui, le soleil semblait entrer avec la permission de tout toucher. Monsieur Laurent descendit à la cuisine à 8 heures précises, comme le marquait son horloge biologique. Cependant, pour la première fois depuis 5 ans, il ne portait pas le costume bleu marine de coupe italienne, ni la cravate en soie ajustée au cou comme une élégante corde. Il portait un pantalon de jogging gris et un t-shirt blanc en coton, des vêtements qu'il avait récupérés au fond d'un tiroir oublié, vestige d'une époque où lui aussi savait ce qu'était un dimanche paresseux. En entrant dans la cuisine, l'odeur n'était pas celle du café noir et amer que Thérèse avait l'habitude de lui servir en solitude. Ça sentait la vanille, le lait chaud et le pain grillé. Chloé était là, de dos, fredonnant une mélodie douce tout en remuant une poêle. Hugo était dans sa chaise haute, le visage taché de purée de fruits, frappant le plateau avec une cuillère en plastique. En voyant son père, l'enfant s'arrêta. Il y eut une seconde d'hésitation, un réflexe conditionné par des mois de froideur, mais Laurent, au lieu de l'ignorer ou de demander le silence, fit quelque chose qui changea l'atmosphère de la pièce. Il lui fit un clin d'œil. « Bonjour, champion », dit Laurent s'approchant de la chaise haute. Hugo laissa échapper un petit rire nerveux et recommença à frapper la table, cette fois avec enthousiasme. Chloé se retourna, surprise par l'informalité du patron. « Bonjour, monsieur Laurent », dit-elle en s'essuyant les mains sur le tablier. Ses yeux avaient encore une légère trace de gonflement due aux pleurs de la nuit précédente, mais son regard était clair et tranquille. « Je ne savais pas que vous descendriez si tôt. Le café est presque prêt. »« Je ne veux pas de café, Chloé, » répondit-il, s'asseyant sur une des chaises de la cuisine,
non pas à la tête de la table formelle de la salle à manger. « Aujourd'hui, je veux ce qu'ils prennent. » Chloé sourit. Un sourire qui illumina la cuisine plus que les lumières halogènes. « De la bouillie de banane avec des biscuits ?» demanda-t-elle amusée. « Si c'est ce qui donne l'énergie pour tenir le rythme de ces deux-là, alors oui, de la bouillie, » dit Laurent en prenant la cuillère qu'Hugo lui offrait. Ce petit déjeuner marqua la fin d'une ère et le début d'une autre. Il n'y eut pas de réunion d'affaires, pas d'appel à Zurich. Laurent passa la matinée à apprendre, et ce fut la leçon la plus difficile de sa vie. Il découvrit que diriger une multinationale était un jeu d'enfant comparé à changer une couche en mouvement ou à convaincre Léo de ne pas mettre une pièce de Lego dans son nez. En milieu de matinée, la sonnette de la porte principale retentit. Le bruit sec réverbéra dans la maison. Laurent se tendit. Chloé, qui était par terre, aidant Léo à étirer ses jambes, leva les yeux avec crainte. « Ça doit être elle », murmura Chloé. Thérèse avait menacé de revenir chercher le reste de ses affaires. Laurent se leva. Sa posture changea. Le père joueur disparut pendant une seconde et revint l'homme d'acier. Mais cette fois, l'acier était un bouclier pour sa famille. « Restez ici », ordonna-t-il doucement. « Je m'en occupe. » Laurent marcha vers l'entrée. En ouvrant la porte, il ne trouva pas Thérèse, mais un coursier avec une boîte et derrière lui, sur le trottoir, une voiture de police qui était venue prendre une déposition pour la plainte de tentative de vol que Thérèse, dans son délire de vengeance, avait tenté de déposer contre Chloé ce matin même, alléguant que le licenciement était abusif. L'audace de la vieille femme n'avait pas de limite. Même hors de la maison, elle essayait de continuer à manipuler la réalité. Laurent sortit sur le porche. L'officier de police s'approcha, carnet à la main. « Bonjour, monsieur. Nous avons une plainte d'une certaine Thérèse M. Elle dit que votre employé l'a agressée verbalement et l'a volée. » Laurent leva la main, arrêtant l'officier d'un geste d'autorité absolue. « Officier, » dit Laurent d'une voix calme. « Madame Thérèse a été renvoyée hier pour vol continu et diffamation. J'ai des enregistrements de sécurité en haute définition qui montrent comment elle-même a soustrait des bijoux de mon coffre-fort pour incriminer la nounou. Si elle veut procéder avec cette fausse plainte, je serai ravi de vous remettre maintenant la clé USB avec la preuve pour que vous procédiez à son arrestation immédiate pour dénonciation calomnieuse et vol domestique. » L'officier s'arrêta, baissa son carnet et changea de ton. « Je comprends, monsieur. S'il y a des preuves vidéo, la situation change radicalement. Je vais parler à la dame pour la dissuader. »« Faites plus que cela, » dit Laurent s'approchant d'un pas, le regard glacial. « Dites-lui que si elle prononce à nouveau le nom de ma famille ou s'approche à moins de 500 mètres de cette maison, celle qui finira en prison, ce sera elle et elle n'aura pas de caution pour la sortir. » La voiture de police partit. L'ombre de Thérèse se dissipa définitivement, non par magie, mais par la fermeté d'un père qui ne déléguait plus la protection de son foyer. En revenant au salon, Laurent apportait avec lui quelque chose de plus important que la victoire légale. Il apportait une enveloppe qu'il avait préparée dans son bureau pendant la nuit. Il trouva Chloé assise sur le canapé, avec Léo endormi sur ses genoux. L'image était d'une paix si profonde que Laurent eut peur de la briser. Il s'assit en face d'elle sur la table basse, ignorant les règles d'étiquette. « Chloé », dit-il à voix basse. Elle ouvrit les yeux, alerte. « Tout va bien, monsieur, tout est parfait. Thérèse ne nous dérangera plus jamais. » Le soulagement sur le visage de Chloé fut palpable. Elle soupira profondément, caressant le dos de l'enfant endormi. « Mais nous devons parler affaires », continua Laurent en posant l'enveloppe sur la table. Chloé regarda l'enveloppe blanche. La peur revint dans ses yeux. C'était un contrat de confidentialité, de nouvelles règles strictes. « Monsieur, je vous promets que je respecterai tout ce dont nous avons parlé hier soir. Les chaussettes, le jeu. Ouvrez-la, » l'interrompit-il. Chloé prit l'enveloppe avec soin, essayant de ne pas réveiller Léo. Elle sortit le papier. Ce n'était pas un chèque de licenciement, c'était un nouveau contrat de travail. Ses yeux parcoururent les lignes et s'ouvrirent démesurément en arrivant au chiffre du salaire et à la clause finale. « Monsieur, c'est trop. C'est le triple de ce que je gagnais. Et ici, il est dit. » Chloé lut à voix haute, la voix tremblante. « Couverture médicale totale pour l'employé et les membres de la famille directe de premier degré. » Laurent hocha la tête en regardant ses propres mains entrelacées. « Vous m'avez dit que votre mère était malade, qu'elle dépendait de vous. J'ai enquêté un peu hier soir. Je sais que les traitements pour sa condition sont chers et que la santé publique a des listes d'attente de moi. Oui, monsieur. Elle attend depuis 6 mois pour une opération de la hanche. Plus maintenant, » dit Laurent en levant les yeux et en la regardant avec une intensité humaine. « J'ai parlé au docteur Arriga.
le chef de traumatologie de l'hôpital central. Elle est attendue lundi, tout payé. Chloé porta sa main à sa bouche. Les larmes jaillirent d'un coup sans prévenir. Elle ne pleurait pas pour l'argent. Elle pleurait parce que quelqu'un avait vu sa douleur invisible. Elle pleurait parce que l'homme qui ressemblait à un robot, il y a 24 heures, venait de sauver la vie de sa mère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Je ne suis que la nounou. »« Non, » corrigea Laurent avec fermeté. « Vous êtes la femme qui a enseigné à marcher à mon fils quand je ne croyais pas en lui. Vous êtes celle qui a ramené le rire dans cette maison quand je n'apportais que le silence. Sauver votre mère est le moins que je puisse faire pour vous remercier d'avoir sauvé mes fils. Et moi. » Chloé ne put se retenir. Avec Léo toujours dans ses bras, elle se pencha en avant et prit la main de Laurent. Elle ne l'embrassa pas, elle la serra simplement avec force, transmettant une gratitude qui ne pouvait pas être contenue dans des mots. « Merci », murmura-t-elle. « Merci, monsieur Laurent. »« Appelez-moi Laurent », dit-il en serrant sa main en retour. Juste Laurent, épilogue. 6 mois plus tard, la neige tombait doucement sur le jardin, couvrant la pelouse parfaitement entretenue d'un manteau blanc. Mais à l'intérieur de la maison, le climat était tropical. Le salon, qui ressemblait auparavant à un vestibule d'hôtel de luxe, avait subi une transformation radicale. Le canapé en cuir beige était toujours là, mais maintenant il était couvert de couvertures de couleurs vives et de coussins dépareillés. Dans le coin, où se trouvait auparavant une sculpture abstraite en métal froid, il y avait maintenant une montagne de coussins qui servait de fort, et au centre du tapis, le millionnaire était méconnaissable. Laurent était allongé sur le dos, vêtu d'un jean usé aux genoux. Dans sa main droite, il portait une chaussette bleue, avec des yeux de bouton cousus à la main. Dans la gauche, une rouge avec de la laine jaune simulant des cheveux. « Attention, citoyen de Ville-à-Tapis !» tonna Laurent avec une voix feinte et grave, faisant parler la chaussette bleue. Le monstre des chatouilles approche. 2 petits tourbillons sortirent en trombe de derrière le canapé. Hugo et Léo, qui avaient maintenant 1 an et demi et couraient avec une stabilité enviable, se lancèrent à l'attaque. « Ah, papa !» criait-il riant aux éclats, se jetant sur lui sans pitié. Léo, l'enfant qui ne devait pas marcher, courait le plus vite des deux. Ses jambes étaient fortes, ses mouvements sûrs. Il se lança à plat ventre sur l'estomac de son père, riant hystériquement pendant que Laurent l'attaquait avec Monsieur Chaussette. Chloé observait la scène depuis le cadre de la porte de la cuisine avec une tasse de thé chaud dans les mains. Elle ne portait plus l'uniforme d'infirmière bleue et les gants en caoutchouc. Elle portait des vêtements confortables, un jean et un pull en laine. Elle continuait de travailler ici, mais son rôle avait muté. Elle n'était plus l'employée invisible, elle était la tante, la confidente, la partenaire dans l'éducation. Laurent, piégé sous le poids de l'amour de ses fils, tourna la tête et vit Chloé les observant. « Au secours !» cria-t-il dramatiquement, tendant la main vers elle. « Chloé, sauvez-moi, il me dévore !» Chloé rit, posa la tasse sur une petite table et s'approcha en marchant lentement. « Je suis désolée, Laurent », dit-elle avec un sourire malicieux. Dans la jungle du salon, le plus fort survit, et au lieu de l'aider, Chloé se jeta par terre aussi, se joignant à la bataille de chatouilles. Les 4 roulèrent sur le tapis cher, une masse indistincte de bras, de jambes et de rires. À ce moment, si quelqu'un avait pris une photo, il n'aurait pas pu distinguer qui était le propriétaire du manoir et qui était l'employé. Il n'aurait vu qu'une famille étrange, rapiécée avec des morceaux brisés, qui s'était unie avec la colle la plus forte du monde, le temps partagé par terre. La caméra s'éloigne lentement, sortant par la baie vitrée, montrant la maison illuminée au milieu de la nuit hivernale. Ce n'était plus la maison la plus silencieuse et la plus élégante du quartier, c'était la plus bruyante et, sans aucun doute, la plus riche. Laurent avait appris la leçon finale. Un homme n'est pas millionnaire pour ce qu'il a en banque, mais pour le nombre de fois où ses fils courent vers lui lorsqu'il franchit la porte. Et tandis qu'il serrait Hugo et Léo, sentant leur cœur battre contre le sien, Laurent sut qu'il était enfin vraiment rentré chez lui. Fin.